Quatrième ère de 101. Bord de ciel se déchire. Les loyalistes impériaux font face aux insurgés sombrages. Ils nous disent, d'un côté, que le valeureux peuple nordique prend les armes pour son émancipation contre un empire faible qui l'entraîne dans sa chute, pour le droit de Bord de ciel à déterminer elle-même son destin, pour son droit de continuer le combat contre l'oppresseur Aldmeri, pour le droit de son peuple à vénérer Talos, pour l'honneur. Ils nous disent, de l'autre côté, qu'Ulfric Sombrage n'est qu'un trouble fait qui manipule son peuple pour servir ses propres intérêts. Que l'Empire n'a fait que le choix de la rationalité lorsqu'il a signé le traité de l'Or Blanc, et que les insurgés ne font que servir les intérêts du Talmor, que l'humanité tout entière est sur le même bateau qu'ils essayent de faire plonger dans les abysses. Et si tout ceci était faux, ou du moins une vérité tronquée par les passions contemporaines des différents acteurs de cette guerre civile. Plongeons-nous dans l'histoire d'un pays divisé en deux depuis ses origines, de la lutte sans merci entre deux cités pour sa domination, d'un conflit entre deux aristocraties et d'un empire qui place ses pions sur cet échiquier. Lorsqu'on regarde la carte de la guerre civile, on peut constater que l'Est, en faveur des sombrages, et l'Ouest, en faveur des impériaux, s'opposent. Cette dynamique est bien plus ancienne qu'on ne peut le penser de prime abord. Au crépuscule de la deuxième ère, alors que Tiber Septime lui-même s'affaire à construire l'Empire, le premier guide de poche de l'Empire décrit d'ores et déjà Bord de ciel comme un pays avançant à deux vitesses. Il y a la Bord de ciel orientale et la Bord de ciel occidentale. Les châtelleries de l'Est, surnommées anciennes châtelleries, sont isolées et les coutumes nordiques les plus anciennes y perdurent. Leurs populations sont dirigées par des chefs héréditaires. Leurs jeunes hommes chassent les spectres des glaces pour obtenir le statut de citoyen, et la disposition des premières colonies atmoranes n'y a jamais été remise en question. Vendôme, la plus grande cité de la Bord de ciel orientale, est baignée dans l'héritage atmoran et le mythe fondateur des 500 compagnons d'Isgramor. Ses habitants récitent occasionnellement le nom de ces guerriers légendaires lors de l'annuelle fête des morts, et l'antique monument qu'est le Palais des Rois en est toujours le centre. À l'opposé, les châtelleries de l'Ouest sont plus ouvertes sur le monde et dynamiques. Les agglomérations se concentrent dans les vallées, témoignage d'une rupture avec l'héritage atmoran. Leur population n'est plus gouvernée par un ancien système héréditaire, mais par des assemblées élues. La crevasse est d'une diversité sans égale au sein des principautés nordiques, au point où elle peut être comparée avec un petit royaume d'Othroche. La cité de Solitude, capitale de la châtellerie d'Afingar, est un centre commercial par lequel transitent des richesses qui parcourent tout Tamriel. Sa célèbre académie des bardes la fait s'ouvrir d'autant plus sur le monde. Ses diplômés parcourent les cours du continent, y compris celles de la cité impériale. Et Pervin, quant à elle, selon des sources annexes, partage son histoire avec les États coloviens de Cyrodiil. La région a même été l'épicentre de la renaissance de l'Empire. C'est le seigneur Culecain, qui a régné sur la principauté, qui en est à l'origine. L'opposition entre un Est traditionnaliste et isolé et un Ouest dynamique et ouvert sur le monde en bord de ciel, qui dessine les contours du conflit entre les impériaux et les sombrages, existe ainsi déjà aux fondations mêmes de l'histoire de l'Empire. Mais comment la situation a-t-elle évolué pour donner ce sinistre résultat? Tournons-nous, pour le savoir, vers l'histoire de deux cités et de la rivalité qui a été la leur. Avançons dans le temps, du crépuscule d'une ère à un autre. En troisième ère 432. Le troisième guide de poche de l'Empire est écrit alors que les hordes d'Oblivion sont sur le point de déverser leur colère apocalyptique sur Tamriel. On peut y voir que la grandeur de Solitude n'a fait que croître au fil de cet âge marqué par la domination de l'Empire sur le continent. Ce fief a même été prisé par la dynastie Septime elle-même. En troisième ère 120, la tristement célèbre reine Louvre-Potema Septime a mené une guerre depuis la cité pour le contrôle du trône de Rubis.
D'une richesse qui a survécu à l'épreuve du temps, la châtellerie est en pleine expansion. Son ambitieux jarl, Tian, a fait s'étendre son influence sur la côte nord de Bord-de-Ciel, poussant ses frontières jusqu'au tréfonds de l'indomptable mer des fantômes. Face au joyau de l'Ouest se tient une rivale de longue date à l'Est, qui a également connu son essor dans l'histoire récente, Fort d'Hiver. Rompante avec la réputation isolationniste des Nordiques orientaux, la cité jouit d'une qualitative immigration d'Unmeri qui lui apporte de nombreuses richesses. La vie intellectuelle y est florissante. Les érudits de Tamriel s'y réunissent autour de la collection d'Ismir, une bibliothèque ancienne qui est parvenue jusqu'à l'époque. Deux bords de ciel, deux grandes cités de chaque côté qui se disputent la domination du pays. Cet équilibre a volé en éclats avec les catastrophes qui ont fait naître la quatrième ère, dans le sang et les larmes. En quatrième ère 122, des suites du grand ravage, catastrophe naturelle qui a manqué de réduire Fort d'Hiver à néant, l'archimage des Nets écrit une lettre au jarl de la châtellerie. Son contenu est intéressant, car il retrace l'histoire de la cité depuis le début de la quatrième ère. Il y est dit que la méfiance de la population à l'égard des mages n'a fait qu'augmenter depuis la crise d'Oblivion, du fait de la nature magique de la catastrophe. À cette méfiance s'est ajoutée des tensions ethniques. La cité a accueilli de nombreux réfugiés elfes noirs suite à l'année écarlate, dont beaucoup ont refusé de déménager malgré la cession de Solstheim par Bord-de-Ciel à Morrowind pour leur servir de nouvel habitat. La lettre témoigne ainsi que face à la dureté d'une nouvelle ère, la connivence des autochtones de Fort d'Hiver avec les mages et les Dunmer, qui faisaient la richesse de la cité jusqu'alors, s'est rompue. Un élément qui laisse à penser que Fort d'Hiver a connu un lent déclin depuis le début de la quatrième ère, et que le grand ravage n'a fait qu'achever de réduire la cité au misérable désert de glace qu'elle est désormais. Revenons en quatrième ère de 101. À l'époque où débute la guerre civile. Contrairement à sa rivale, Solitude n'a connu aucun déclin. La cité surplombe un port qui voit continuellement passer d'opulentes embarcations. Elle arbore des bâtiments à l'architecture raffinée, reliés entre eux par des bannières colorées évoquant liesse et richesse. Elle est devenue la capitale du royaume de Bord-de-Ciel au cours de la quatrième ère, et ses jarls sont également au roi depuis au moins 2 générations, d'Istlod à Thorig. Elle n'abrite pas moins que le siège de la Légion impériale en Bord-de-Ciel, en Mornefort, et l'ambassade du Talmor y a été placée non loin, témoignage de l'importance de la cité dans les grands enjeux de Tamriel. Il ne fait aucun doute que Solitude domine Bord-de-Ciel, du moins jusqu'à ce qu'Ulfric Sombrage tente de rabattre les cartes. Et si le silence pesant des neiges de Fort d'Hiver expliquait mieux la colère des Sombrages que les discours héroïques qui émanent du palais des rois? Et si la crise migratoire d'Unmeri, le martyre de Fort d'Hiver et la domination de Solitude sur le pays avaient poussé les Nordiques orientaux à se créer une nouvelle solidarité, cristallisée autour des figures d'Ulfric Sombrage et de Talos? Après tout, la motivation du jarl Korir est de renouer avec le passé glorieux de sa cité, pour la voir réémerger. Un souhait qui fait sans doute corps avec son allégeance au Sombrage. N'oublions pas qu'aux origines de la scission de Bord-de-Ciel se trouvent 2 paradigmes. Celui d'un Ouest changeant et ouvert sur le monde, et celui d'un Est proche de ses traditions et isolé. Voyageons au centre de Bord-de-Ciel, en Blancherive. La châtellerie représente un entre-deux, géographiquement comme politiquement. C'est la seule principauté du pays à avoir choisi la neutralité lorsque la guerre a commencé. Petit îlot de paix au centre d'un océan de guerre, sa capitale reste tourmentée par les turbulences qui lui parviennent. Au sein de ses murs se trouvent 2 clans qui importent le conflit, n'attendant que Balgruf, l'hésitant jarl, prenne sa fatidique décision. Ce sont les Gristoisons et les Guerriennés, 2 dynasties aux origines vénérables.
D'un côté se trouve Vignar Gristoison, le patriarche de son clan. Fier de sa jeunesse guerrière, il n'hésite pas à plaider la cause des sombrages à n'importe qui. Il vante l'ancienneté de son clan, dont il proclame que les membres travaillent à la Forge Ciel, la plus glorieuse forge de bord de ciel, depuis plusieurs générations. Il passe le plus clair de son temps à Jorvaskr, siège des compagnons, organisation martiale dont il a fait partie, qui porte l'héritage des antiques conquérants Atmorans qui reprirent bord de ciel aux elfes. Ses motivations sont l'honneur et la tradition, deux valeurs qu'il reproche à ses rivaux, les guerriers nés, de ne plus posséder depuis qu'il serait devenu riche en pactisant avec l'Empire. De l'autre côté se trouve Olfrid Gariené, patriarche de son clan. Il soutient ouvertement l'Empire. S'il ne boude pas les origines vénérables de sa dynastie et son sang nordique, il clame que, contrairement au Gristoison arriéré, il a su s'adapter au temps qui court. L'honneur et la tradition que réclament ses rivaux ne sont que la preuve de leur ignorance, de leur jalousie, car son clan est riche et, selon lui, il ne s'agit là que de la seule véritable différence qu'il entretient avec ses rivaux. Leurs belles paroles ne valent peu plus que des haillons et du pain rassis. Et si, malgré ses provocations, Olfrid avait en partie raison. Après tout, si Balgruf est neutre en apparence, son allégeance ira systématiquement à l'Empire à la seconde où il sera mis dos au mur. Potentiel témoignage de sa victoire dans la lutte d'influence qui l'oppose à son rival. Dans son histoire récente, un pan de l'aristocratie semble avoir pris une influence considérable en bord de ciel. Les Ricures à Solitude, les Ronces Noires à Fayez, les Sangs d'Argent à Marquart et les Guerriers Nés à Blancherive, autant d'acteurs qui ont su s'imposer comme les gagnants de l'après-grande guerre, ayant amassé une fortune qui les fait côtoyer les sommets de la société. Ils prônent tous une collaboration étroite avec l'Empire et un rejet cynique des valeurs traditionnelles nordiques, à l'exception notable des Sangs d'Argent, en raison de l'histoire particulière des Nordiques dans la crevasse. Comme le dit Sigurd de Stun, Jarl d'Epervine loyal au trône de Rubis, qui pourrait bien avoir envie de rejoindre les Sombrages? Il ne possède qu'une infime partie des richesses et du pouvoir de l'Empire. C'est le triomphe insidieux des valeurs de la bord-de-ciel occidentale sur celles de la bord-de-ciel orientale, qui accompagne sans doute la domination de Solitude sur le pays. Si les Sombrages s'accaparent Blancherive par les armes, c'est Vignar Gristoison qui sera mis sur le trône de Fort Dragon, conférant à son clan une place digne de son héritage. Et si, derrière la défense de la tradition et de l'honneur des Nordiques, se cachait en réalité une volonté, de la part d'une aristocratie traditionnelle, porteuse des valeurs orientales en perdition, de reprendre le pouvoir par les armes. Après tout, les Sombrages portent le nom d'une vieille dynastie de Vendôme, dont Ulfric détient l'héritage. Galmar, second de la rébellion, a un nom qui évoque celui d'un clan nordique, Rudepoint. Il partage celui-ci avec Rolf Rudepoint, un poivreau sans aucune noblesse, dont la vie se résume à se vautrer dans la crasse du quartier gris, à vociférer des insultes contre ces Dunmer qu'il hait. Peut-être est-ce le témoignage de l'appartenance de Galmar à un ancien clan nordique que l'histoire récente a plongé dans les tréfonds. Peut-être est-ce bien plus le moteur de sa colère que la faiblesse de l'Empire. L'Empire a peu été mentionné jusqu'ici. Pourtant, c'est bien l'un des acteurs principaux de la guerre civile et de l'histoire récente de Bord de Ciel. Explorons donc pourquoi la révolte des Sombrages est aussi et surtout un mouvement d'indépendance contre le trône de Rubis. Dans les faits, la réponse est simple. L'Empire étant forcé d'interdire le culte de Talos, très prisé par les Nordiques, par le domaine Aldmeri, les Sombrages souhaitent l'indépendance de Bord de Ciel pour protéger la province des dictats du traité de l'Or Blanc. Mais, et si les tensions religieuses et culturelles entre Nordiques et impériaux étaient bien plus ancrées dans l'histoire que ça? Selon le livre Culte de l'Empire, réflexion, qui paraît au cours de la Troisième Ère,
Les affaires religieuses sont traditionnellement peu prises au sérieux par les impériaux, et les sphères politiques et spirituelles, dans l'Empire, sont consciencieusement séparées par les septimes. Le règne d'Uriel Septime VII, de 3e ère 368 à 3e ère 433, fait changer cette tendance. L'historiographie impériale de l'époque qualifie l'empereur de centralisateur zélé, qui prend le pouvoir après plusieurs décennies de laborieux rétablissement de l'influence de l'Empire en Tamriel. Les débuts de son règne sont marqués par des politiques agressives visant à étendre la culture impériale dans tout le continent, particulièrement dans les provinces irréductibles de l'Est. On lui attribue deux exploits, le miracle de la paix à l'ouest de Tamriel et un essor de l'influence impériale en Morrowind. Le premier est l'établissement et la consolidation de royaumes stables et prospères dans la baie Iliac, région de l'Empire habituellement gangrénée par la guerre. Le second est la construction d'une alliance entre la Grande Maison Lalou et l'Empire en Morrowind, pour y défendre leurs intérêts mutuels. L'empereur profite des divisions au sein de la province pour y étendre le panthéon des Neufs et l'influence impériale. Si ces ouvrages élogieux abusent sans aucun doute de la couleur dorée dans le portrait qu'ils peignent de l'empereur, ils témoignent d'une aspiration dans l'Empire à la fin de la Troisième Ère, celle de constituer Tamriel en royaume stable, servant de point relais pour l'influence impériale. Malheureusement, le règne d'Uriel VII se termine dans des ténèbres qui s'étendront sur tout Tamriel, empoisonnant l'Empire pour l'âge qui est à venir. La quatrième ère survient des suites de la crise d'Oblivion, alors que la disparition de la dynastie septime plonge le trône de Rubis dans l'incertitude. Les Médés finissent par stabiliser la situation en quatrième ère 17, mais les dégâts sont irréparables. Années après années, l'Empire s'effrite. Les provinces de Morrowind et de Marais-Noir prennent leur indépendance et, pire encore, le domaine Aldmeri émerge, se constituant en un dangereux et rancunier rival. Le dragon rouge recroqueville ses ailes sur les provinces humaines de Tamriel. La politique des Médés est très peu documentée, mais, dans la borde-ciel de la guerre civile, il en reste des conséquences tangibles. L'incointance entre l'Empire et Solitude et un phénomène d'acculturation des Nordiques, que nous évoquerons plus tard. On ne peut faire que des suppositions sur les motivations de la dynastie. Il est probable que les empereurs aient des tendances centralisatrices et rigoristes, parce qu'ils suivraient le modèle d'Uriel VII, dont la figure évoquerait un âge de redressement de l'Empire qu'ils souhaiteraient retrouver, ou bien en réaction à la terrible crise d'Oblivion, qui a été initiée par une secte hérétique qui pousserait l'Empire à prendre les affaires religieuses bien plus au sérieux, comme l'attesterait la création de l'ordre des Vigiles de Stendarr au cours de la quatrième ère, dont les membres chassent sans relâche tout ce qui s'éloigne des normes imposées par les Neufs. Ou bien encore, pour contrecarrer l'ascension du domaine Aldmeri, qui prône l'union des elfes contre les hommes. L'Empire garantirait, en retour, l'union des hommes contre les elfes. C'est en tout cas une rhétorique très présente parmi les loyalistes au cours de la guerre civile. Revenons donc en bord de ciel. Les anciens textes de la deuxième et de la troisième ère évoquent une religion nordique bien différente de l'orthodoxe culte des Neufs impériales. Le désaccord le plus marquant entre les deux est la place qu'occupe le dieu dragon dans le panthéon. Si les impériaux considèrent qu'Akatosh est le plus grand dieu et le chef des divins, les Nordiques estiment qu'Alduin est un dieu à la fois créateur et destructeur, lui préférant Kin pour siéger à la tête de leur panthéon. Il est la tempête gargantuesque et cataclysmique qui balaye l'univers afin qu'un nouveau monde émerge. Comme c'est arrivé à l'aube des temps, et comme ça arrivera lors de l'Apocalypse. Pour cette raison, les Nordiques œuvrent diligemment à maintenir le dieu dragon en sommeil par la prière, là où les impériaux ont la dangereuse lubie de chercher son attention. À l'époque de la guerre civile, le particulier panthéon nordique a laissé sa place au culte impérial des Neufs. Une seule nuance demeure, celle de l'existence d'Alduin en parallèle à celle d'Akatosh. Le livre « Alduin est bien réel et c'est pas Akatosh » décrit le point de vue nordique.
S'ils considèrent bel et bien Akatosh comme le font les impériaux, ils estiment qu'Alduin est un puissant et maléfique dragon qui a tourmenté les Nordiques dans les anciennes histoires. L'ouvrage Dichotomie entre Alduin et Akatosh, quant à lui, décrit le point de vue impérial. Celui-ci veut effacer Alduin derrière la figure de bien suprême que représente Akatosh, estimant que les deux êtres ont la même origine et que cette séparation ne provient que des traditions orales archaïques des Nordiques. Il est donc probable que les Médés aient joué un rôle important dans ce processus d'acculturation. La situation de l'Empire étant ce qu'elle a été, la particulière foi nordique, notamment sa vision hétérodoxe du dieu dragon, a sans doute été considérée comme gênante par une autorité impériale soucieuse d'assurer l'unité religieuse et politique de l'humanité. Les impériaux considèrent d'ailleurs que c'est Akatosh, en s'incarnant en Martin VII, qui a sauvé Tamriel de la crise d'Oblivion, consacrant l'importance du dieu dans le processus de restauration de l'Empire et donc son inviolabilité. Plus qu'une insurrection contre l'Empire au nom du culte de Talos, la révolte des Sombrages serait ainsi la réaction des Nordiques les plus enracinés à la terre-mère, particulièrement orientaux, à une violence insidieuse exercée par un dragon impérial famélique et féroce, qui cherche à se repaître des particularités nordiques pour se sentir entière à nouveau. Ainsi, la révolte des Sombrages serait le résultat d'une combinaison de causes qui se seraient accumulées au cours de la 4e ère. Il y aurait les tensions internes en bord de ciel, résultant d'une rivalité séculaire entre principautés de l'Est et de l'Ouest. Il y aurait un conflit entre deux paradigmes au sein de l'aristocratie nordique, entre dépositaires de valeurs occidentales dominants et dépositaires de valeurs orientales en quête de revanche. Finalement, il y aurait un empire malade et possessif qui tenterait impétueusement de remplir de son influence ce vase ô combien déjà bondé. Et le débordement viendrait alors des conséquences de la Grande Guerre et du traité de l'Or Blanc. Ou bien, tout ceci n'est que surinterprétation, et la version que vous connaissez jusqu'alors vous convient parfaitement. Dans ce vaste univers, c'est à vous de déterminer dans quel recoin vous mènera votre imagination.